la même loi. Pour une partie de la presse israélienne, une avancée constitutionnelle majeure, Torah inscrite comme valeur fondamentale de l'État. Pour une autre, une menace directe sur l'armée, en pleine guerre depuis 2 ans. Et côté presse libanaise, un coup politique, calculé avant les élections. Même texte voté à la Knesset, 3 lectures qui ne se rejoignent pas. On parle de la loi sur l'exemption des Haredim du service militaire, adoptée par la Knesset le 13 juillet. Et la question que Blucos pose, jusqu'où les médias divergent-ils sur ce vote, sur ce qu'il signifie, ce qu'il coûte, ce qu'il révèle? Et 2 choses à garder en tête. Pour une partie des rédactions, ce qui fait vraiment l'actu autour de ce vote, c'est pas le texte, c'est ce qui s'est passé ou pas autour de lui. Et dans son carnet, la rédaction a des aveux honnêtes à faire sur ce qu'elle a pu et pas pu comparer. On creuse. Le 13 juillet, la Knesset adopte cette loi fondamentale, portée par les grands partis ultra-orthodoxes. Ce qu'elle fait concrètement, inscrire l'étude de la Torah comme valeur constitutionnelle. Et c'est là que tout se joue. Constitutionnaliser la Torah, c'est ériger un bouclier juridique pour que les étudiants des yeshivot, les écoles religieuses, continuent d'échapper au service militaire. Ce que j'ai trouvé frappant, c'est comment la presse libanaise lit la même scène. An-Nahar ne parle pas de constitutionnalisation, elle parle de calendrier. Ce vote tombe quelques jours avant la dissolution du Parlement, avant les élections du 27 octobre. Pour eux, c'est pas un projet de société, c'est un coup politique pour ancrer les acquis des partis religieux avant un scrutin incertain. Jérusalem Post, eux, ne regardent pas le calendrier. Leur angle, c'est le poids constitutionnel du texte et ce qu'il implique pour l'armée. La loi inscrira, je les cite, la législation controversée portée par les partis Haredim qui inscrira l'étude de la Torah comme valeur fondamentale. Et pendant ce temps, l'état-major répète ses avertissements. Pénurie urgente de personnel après plus de 2 ans de guerre. Et derrière le texte, un homme, Moshe Gafni, député d'United Torah Judaïsme, coparrain du projet. C'est lui qui a porté le dossier en session plénière. Il y a une couche juridique en dessous aussi. En avril, la Haute Cour avait ordonné à l'État de révoquer les principaux avantages financiers accordés aux Haredim insoumis. Le texte voté ce 13 juillet, c'est aussi une réponse directe à ça, une tentative de court-circuiter la décision de justice par la Constitution. Donc le même vote, 2 lectures qui ne se recoupent pas. La presse israélienne regarde la Constitution et l'armée, la presse libanaise regarde le calendrier électoral. Et la presse israélienne, elle creuse encore. Parce que dans ce vote, ce n'est pas que la loi qui concentre les regards. Il y a une absence que les rédactions israéliennes ont retenue. Netanyahou. Il n'était pas là. Inet le note simplement, le Premier ministre ne s'est pas présenté au vote en session plénière. Sa propre loi, votée par sa coalition, et il n'est pas dans la salle. Jérusalem Post en fait un angle dur. Gadi Eisenkot, leader du Yachar, rival de Netanyahou aux élections, l'a violemment critiqué pour cette absence. Et avant même le vote, Yair Lapid et plusieurs dirigeants de l'opposition avaient signé une lettre collective. Une mobilisation coordonnée, pas des réactions après coup. Mouais, l'absence, la lettre, la critique du rival de campagne, ça reste très intérieur. La presse internationale, elle retient quoi de cette nuit-là ? C'est justement l'écart. Jérusalem Post et Inet documentent une crise de coalition en direct. Une majorité qui vote sans son chef, une opposition qui serre les rangs. Dans les sources de cette enquête, la couverture internationale reste surtout sur la Constitution et le calendrier. Ce niveau de lecture, la politique intra-coalition, y est périphérique. Ce qui fait que la pénurie de personnel reste hors champ dans beaucoup de récits étrangers. Pourtant, c'est elle qui donne son urgence à ce vote-là. Jérusalem Post le met en face. L'armée répète ses avertissements. Pénurie urgente de personnel, plus de 2 ans de guerre. Dans ce contexte, chaque exemption a un coût humain direct. Et le cadre judiciaire l'ancre encore plus. En avril, la Haute Cour avait ordonné à l'État de révoquer concrètement les avantages financiers des insoumis. Pour la presse israélienne, ce vote de juillet est une réponse directe. Ancrer l'exemption dans la Constitution pour couper court aux juges. An-Nahar lit la même nuit sous un angle totalement différent. La Knesset qui se dissout, des élections fixées au 27 octobre. La pénurie militaire, elle reste périphérique dans ce récit-là. Et les raisons profondes de cet écart. Pourquoi chaque espace médiatique lit ce vote par un prisme si différent ? C'est justement ce que l'investigation met à plat. On y vient. L'absence de Netanyahou au vote, on en fait une note à part entière. Pourquoi la rédaction a choisi de la retenir plutôt que de la laisser en arrière-plan ?
Parce qu'elle est documentée par deux sources israéliennes. Ynet la note, et le Jerusalem Post rapporte qu'Eisenkot a violemment critiqué le Premier ministre pour ne pas s'être présenté. On n'interprète rien, c'est la presse israélienne qui fait ce constat. Ce qu'on choisit, c'est de ne pas trancher sur les raisons. Et la haute cour. Là, on a fait un choix fort. Présenter ce vote comme une façon de contourner l'arrêt d'avril. C'est une limite qu'on assume. Le Jerusalem Post documente l'arrêt. La Haute Cour avait ordonné à l'État de révoquer les avantages financiers accordés aux insoumis. Le lien avec ce vote, lui, c'est une lecture de contexte, pas une affirmation. On l'a borné à ça, un éclairage, pas un verdict. 10 médias, 21 articles. Et la divergence israélien-arabe, comment on l'a mesurée? Les sources israéliennes retenues construisent le récit autour des rivalités de coalition et des tensions avec la Haute Cour. An-Nahar, lui, centre sur le calendrier, la dissolution, les élections du 27 octobre. Ce n'est pas une nuance de ton, ce sont vraiment deux grilles de lecture. Et c'est ça le cœur de l'enquête. Corpus d'abord. 10 médias, 21 articles. Et une fracture géographique très nette. La presse israélienne retenue, Jerusalem Post, Ynet, Haaretz, lit ce vote à travers un prisme politique intérieur. Rivalité de coalition, absence de Netanyahou au vote, pression de la haute cour. Ce prisme n'est pas anodin. La Haute Cour avait ordonné en avril de révoquer les avantages financiers des insoumis, et c'est exactement ce que Jerusalem Post met en premier plan. Inscrire l'étude de la Torah comme valeur fondamentale, c'est la manœuvre. Blinder l'exemption contre de futures décisions judiciaires. Les médias arabes du corpus, An-Nahar, Al-Quds, Asharq el-Awsat, lisent le même vote par un autre bout. An-Nahar cadre tout dans le calendrier. Le vote tombe quelques jours seulement avant la dissolution du Parlement, élection du 27 octobre. Lecture stratégique, les ultra-orthodoxes sécurisent leurs acquis avant le scrutin. Et ce que chaque espace choisit de mettre en avant en dit autant. Jerusalem Post cite les avertissements répétés de l'armée sur la pénurie urgente de personnel, après plus de 2 ans de guerre. Ce cadrage militaire reste en retrait dans les sources arabophones retenues. À l'inverse, la dimension identitaire, la loi comme marqueur religieux, pèse davantage dans les récits arabes. 2 prises, 2 priorités. La presse israélienne scrute la machine politique de l'intérieur, la coalition, les recours judiciaires, les élections. La presse arabophone observe la scène depuis l'extérieur, par le prisme électoral et identitaire. Et c'est ça, la fabrique de l'info. Le même événement, zéro divergence sur les faits bruts, tout sur l'angle choisi. On s'était posé une vraie question. Est-ce que la couverture de cette loi d'exemption Haredi divergeait vraiment selon l'espace médiatique? Sur les faits bruts, le vote, la loi, les recours, quasi rien ne sépare les rédactions. Sur l'angle, tout. La presse israélienne lit ça comme une crise de l'intérieur. La coalition, la Cour suprême, les soldats qui manquent. La presse arabophone lit la même loi comme un marqueur identitaire observé depuis l'extérieur. C'est l'écart lui-même qui est l'info. À vous de juger. L'enquête complète, les sources et les fiches médias, c'est sur glucose.press. Abonnez-vous, on revient 3 fois par semaine, mercredi à 18h, vendredi à 16h30, dimanche à midi.